Bonsoir à tous, bienvenue à ce 19h15 au sommaire de cette édition. La sélection nationale de football se qualifie pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Coopération Sud-Sud, l'Algérie et le Cameroun renforcent leur coopération dans le domaine de la formation professionnelle. Journée de l'entreprise algérienne, le Forum des chefs d'entreprise formule une série de mesures devant permettre la diversification et la réindustrialisation de l'économie nationale. International, un nouvel acte sans précédent en France. Une femme se fait exploser lors d'un assaut à Paris ce matin. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel de Tizi Ouzou, première région militaire, a découvert et détruit le 17 novembre 2015 lors d'une opération de ratissage près de la forêt de Bni Roubri, près de la commune de Yakouren, une casemate aménagée contenant 6 bombes de confection artisanale, précise un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, un détachement relevant du secteur opérationnel de Bourj Badji Mokhtar, 6e région militaire, a arrêté 45 contrebandiers de différentes nationalités et a saisi 7 véhicules tout-terrain, 38 détecteurs de métaux et des téléphones portables, ajoute le communiqué. D'autre part, les éléments des gardes frontières d'Inamenas ont saisi 60 000 unités de pétards, conclut le communiqué du MDN. Le Premier ministre de la République de Malte, Joseph Muscat, effectue à partir d'aujourd'hui une visite officielle en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre. La visite, qui rentre dans le cadre du renforcement des liens d'amitié entre les deux pays, permettra d'aborder l'ensemble des questions relatives à la coopération bilatérale dans les différents domaines, précise la même source. Elle sera également l'occasion d'examiner les voies et moyens devant consolider davantage ces relations, ainsi que les perspectives de leur développement, notamment à la faveur de la tenue d'un forum économique entre les opérateurs des deux pays, ajoute le communiqué. Lors de cette visite, le Premier ministre et son hôte auront par ailleurs des discussions sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, conclut la même source. Coopération Sud-Sud, l'Algérie et le Cameroun ont signé à Alger un mémorandum d'entente dans le domaine de la formation et de l'enseignement professionnel, une coopération qui valorise la ressource humaine, répond parfaitement aux aspirations des deux peuples et correspond aux potentialités des deux pays. L'Algérie et le Cameroun ont signé un mémorandum d'entente dans le domaine de la formation et de l'enseignement professionnel. Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Mohamed Mebarki, a précisé à ce propos que le programme de partenariat avec le Cameroun s'articulera autour de 3 axes importants: l'aide à la conception et l'élaboration des méthodologies et programmes de la formation professionnelle, ainsi que la formation et le perfectionnement des formateurs et des gestionnaires des établissements de formation professionnelle. Ajoutant qu'avec le Cameroun, nous nous inscrivons dans une approche de complémentarité, dans une vision de coopération sud-sud. Une coopération qui valorise la ressource humaine, répond parfaitement aux aspirations des deux peuples et correspond aux potentialités des deux pays, a conclu le ministre. De son côté, M. Perevet, qui a paraphé le document côté camerounais, a affirmé que le Cameroun pourra, avec l'aide de l'Algérie, développer les ressources humaines fortement demandées par le marché du travail. Enfin, rappelons que l'ambassadeur d'Algérie nouvellement accrédité à Yaoundé, Marzaq Bdjaoui, a annoncé qu'un comptoir commercial sera ouvert en 2016 à Douala et une ligne aérienne d'Air Algérie établie par la même occasion pour permettre un accroissement des échanges commerciaux, pour le moment faible avec le Cameroun, ce qui montre la volonté de l'Algérie de dynamiser les relations économiques avec ce pays. Lors de la 4e journée de l'entreprise algérienne ayant pour thème de l'urgence de la diversification de l'économie algérienne, le rôle central de l'entreprise, le Forum des chefs d'entreprise a formulé une série de mesures devant permettre la diversification et la réindustrialisation de l'économie nationale. Le président du Forum des chefs d'entreprise, Ali Haddad, a indiqué que le défi majeur de notre pays pour les prochaines années tient dans l'impérative nécessité de diversifier son économie et dans la nécessité vitale de sortir rapidement de sa dépendance externe. Cependant, poursuit-il, il faut des réformes courageuses et déterminées qui assureront le développement à long terme de notre économie. M. Ali Haddad fera savoir par ailleurs que l'objectif attendu est de transformer une économie qui dépend structurellement de la rente pétrolière en une économie qui générerait ses propres ressources, s'affranchirait de la rente et poursuivrait sa croissance par le travail et le génie des Algériens. Ceci dit,
Cela implique des réformes approfondies permettant une véritable restructuration de l'économie nationale à même de transformer son mode de croissance où le secteur privé aura son rôle légitime dans l'édification d'une économie moderne, a-t-il ajouté. Il y a trois axes vraiment à développer. La sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la sécurité numérique. À partir de ces trois axes, l'entreprise pourra se développer dans une large vision. Le FCE, qui œuvre pour que l'entreprise soit au cœur de la stratégie économique du pays, a formulé une série de recommandations liées notamment au cadre macroéconomique, transformation structurelle, la politique sectorielle et politique transversale. Il s'agit entre autres, détaille-t-il, de diversifier les sources de financement des infrastructures, consolider l'investissement dans les infrastructures par le recours à la délégation de services prévue dans le nouveau Code des marchés qui ne grève pas le budget de l'État, assurer la coordination des politiques macroéconomiques entre elles et entre les politiques macroéconomiques et les politiques industrielles et commerciales. Le directeur général de l'ANSEJ, Mourad Zmali, a indiqué au forum d'El Moujahid qu'en application des orientations du gouvernement, la priorité sera accordée à ceux qui veulent, dans le cadre du dispositif de l'ANSEJ, créer des micro-entreprises dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du BTPH et des start-up. Couverture de Romeissa Meksen, commentaire de Neriman Rezgan. Monsieur Mourad Zmali, directeur général de l'ANSEJ, a affirmé qu'aucun effacement des dettes n'est prévu. C'est contrairement à l'esprit de l'entrepreneuriat. Pour le premier responsable de l'ANSEJ, il n'a jamais été question de distribuer de milliards sous la forme de prêts non remboursables à des jeunes entrepreneurs inexpérimentés. 84% des crédits accordés ont une valeur allant de 5 à 5 milliards de dinars. Dans le langage des chiffres, depuis sa création, c'est-à-dire en l'espace de 17 ans, l'ANSEJ a financé 353 000 micro-entreprises dans 800 activités. Pour ce qui est du taux de mortalité des micro-entreprises, M. Zmali dit que c'est le fonds de garantie qui est en mesure de donner les chiffres, puisque c'est ce fonds qui rembourse les banques en cas de faillite du projet. Le responsable de l'ANSEJ parle de 10%. Par ailleurs, le DG a regretté que la mesure relative à la réservation d'un quota de 20% de la commande publique à des micro-entreprises ne soit pas toujours respectée. Le fonds de garantie هو اللي يعطينا المشاريع اللي عوضها المشاريع اللي البنوك يعني ودعت الملفات تاعهم عند هذا لو فون المشاريع اللي عوضها حتى نهاية سبتمبر هما حوالي 14,000 مشروع. En 2015, au mois de septembre, les chiffres présentés par le responsable font état du financement de 20 469 micro-entreprises, dont 5 792 dans le secteur de l'agriculture, c'est-à-dire 28%. Un chiffre qui a connu une hausse qui mérite d'être souligné, puisqu'en 2011, les projets financés ne représentaient que 9%, c'est dire l'intérêt porté au secteur de l'agriculture. Agriculture, la stratégie du ministère pour booster la filière lait repose essentiellement sur la création et le renforcement des grandes fermes. Déclaration du conseiller du ministre de l'Agriculture, invité ce matin de la Radio Nationale, ajoutant que l'objectif est de réduire à zéro l'importation de poudre de lait pour les dérivés laitiers à l'horizon 2020. Compte rendu de Neriman Rezgan. Le conseiller du ministre de l'Agriculture, Chérif Amari, a indiqué lors de son passage à la Radio Nationale que le handicap pour l'essor de la filière lait est qu'elle soit constituée par de petits éleveurs, environ 50 000, et qui exercent dans des zones de montagne. À ce propos, il affirme que la stratégie du ministère pour booster cette filière repose essentiellement sur la création et le renforcement des grandes fermes. À ce titre, les autorités préconisent, dit-il, le développement d'un segment de grands éleveurs afin de développer la production et réduire les importations de ce produit. Sans toutefois abandonner les élevages de petite taille, bien au contraire, ils seront accompagnés par des mesures d'encadrement et de mise à niveau. A rassuré le conseiller Dossid Ahmed Ferroukhi en donnant un exemple dans ce sens, celui de la mise en place de la banque de la CNMA, Caisse nationale de mutualité agricole, destinée prioritairement pour le maintien et le développement des petits éleveurs. Cette démarche, ajoute M. Amari, s'inscrit dans l'ambition d'atteindre à terme, en 2020, zéro importation de poudre de lait pour les dérivés laitiers. Abordant l'accord signé récemment avec les États-Unis portant sur la mise en place d'une ferme de 20 000
tête. M. Amari dira que c'est ce genre d'exploitation intensive qu'on pense développer dans les années à venir, ajoutant que cette stratégie a été montée et partagée par les opérateurs et les investisseurs privés. International à présent, des tirs nourris, un centre-ville bouclé et survolé par un hélicoptère, un assaut policier d'ampleur a eu lieu ce matin à Saint-Denis, aux portes de Paris. Un assaut qui a visé Abdelhamid Abaoud, planificateur présumé des attentats qui ont fait 129 morts vendredi 13 novembre. On fait le point avec Yamina Bahir. Lors de l'intervention terminée au milieu de matinée, 2 terroristes sont morts, selon des sources policières, dont une femme qui s'est fait exploser, un acte sans précédent. Elle a activé son gilet explosif au début de l'assaut, mené dans un appartement de Saint-Denis, non loin du Stade de France, où l'un des attentats a été mené, a annoncé le procureur de la République de Paris, qui n'a confirmé que ce décès. Abdelhamid Abaoud, terroriste belge de 28 ans, est recherché depuis janvier. Surnommé Abou Omar Soussi ou Abou Omar al-Beljiki, ce membre de l'organisation terroriste Daesh, qui a revendiqué les pires attentats de l'histoire de France, est soupçonné d'avoir également projeté des attaques en Belgique. Les policiers d'élite du RAID ont extrait 3 hommes de l'appartement, aussitôt placés en garde à vue, a précisé le procureur. Outre ce trio interpellé immédiatement sans monter la grande résistance, selon une source proche de l'enquête, 4 autres personnes ont été interpellées. 5 policiers ont été légèrement blessés au cours de l'assaut, lancé vers 4h20 par la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire et le RAID. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a sévèrement mis en cause François Hollande et le gouvernement, déplorant trop de temps perdu depuis les attentats de janvier et une insuffisance prise en compte des conséquences de l'intervention en Syrie sur la sécurité intérieure. Pour organiser la riposte militaire, François Hollande rencontrera Barack Obama mardi et Vladimir Poutine jeudi, dans l'espoir d'une coalition unique visant à détruire l'organisation terroriste Daesh. Au cours de ces dernières 72 heures, les frappes aériennes menées par la France et la Russie dans le nord de la Syrie ont tué 33 terroristes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Au Nigeria, Boko Haram massacre 32 personnes à Yola. Syrie, la Russie va resserrer ses liens avec la France. Et aux États-Unis, le Sénat annule le plan anti-CO2 de Barack Obama. Et enfin, 2 vols d'Air France déroutés après une alerte à la bombe. Le Monde aujourd'hui en bref avec Yamina Bahir. Un nouveau drame au Nigeria, au moins 32 personnes ont été tuées ce mardi 17 novembre par l'explosion d'une bombe dans la foule dans la ville de Yola. L'explosion se serait produite à 20h20 dans le quartier de Jamboutou, peu après la prière du soir, alors que les gens quittaient la mosquée. Le groupe terroriste Boko Haram, qui ces derniers mois a déjà attaqué Yola avec des attentats suicides et des engins explosifs artisanaux, est pointé du doigt. Cette attaque intervient quelques jours après que le président de ce pays d'Afrique de l'Ouest ait assuré que Boko Haram était sur le point d'être vaincu. 3 jours après les terribles attentats qui ont touché Paris, la grande et unique coalition contre Daesh, voulue par François Hollande, commence à se dessiner. La Russie a décidé mardi d'intensifier ses frappes en Syrie en raison du crash de l'Airbus russe en Égypte, désormais considéré comme un attentat par Moscou. Le président russe a également ordonné à ses navires déployés en mer Méditerranée d'entrer en contact direct avec le porte-avions Charles de Gaulle et de coopérer avec les alliés français. Des bombardiers stratégiques russes ont pour la première fois frappé des positions de l'organisation Daesh en Syrie, où Moscou mène, depuis le 30 septembre, une campagne de frappe aérienne. Le Sénat américain, à majorité républicaine, a adopté mardi 2 résolutions annulant les réglementations phares du gouvernement de Barack Obama pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des centrales électriques. Le président émettra cependant son veto. La Chambre des représentants doit également se prononcer prochainement sur ces 2 résolutions. Le Congrès a le pouvoir d'annuler les réglementations imposées par l'exécutif, mais la Maison-Blanche a annoncé mardi que Barack Obama mettrait son veto. La lutte contre le changement climatique est l'un des grands chantiers de la présidence Obama, mais il est heurté depuis son élection au blocage de ses adversaires républicains. De 2 vols en provenance des États-Unis et qui devaient se poser à Paris suite à des appels anonymes évoquant des bombes à bord. L'un des avions a été dérouté vers Salt Lake City, dans l'Utah, après avoir décollé de Los Angeles, tandis que le second, parti de Washington, s'est posé à Halifax, au Canada. Les avions ont fait l'objet de menaces anonymes après leur décollage respectif, a expliqué Air France dans un communiqué. Cet incident intervient dans un contexte tendu. Les attentats de vendredi soir à Paris ont fait 129 morts et la Russie a confirmé qu'un attentat à la bombe était à l'origine du crash d'un avion russe dans le Sinaï le 31 octobre avec 224 personnes à bord.
Sport maintenant, la sélection nationale de football s'est qualifiée de fort belle manière pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Les Verts se sont rebiffés face à la Tanzanie en réalisant un large succès, 7-0, en match retour du second tour des qualifications disputé hier soir au stade Mustafa Tchaker de Blida. Commentaire de Neriman Rizgan. Très critiqués après leur piètre prestation fournie à Dar es Salaam samedi dernier lors de la manche aller, les Verts ont réussi un véritable baroud d'honneur. Les coéquipiers de Brahimi ont sorti le match parfait face au Taifa Stars pour rester dans la course à la qualification, mais encore regagner l'estime de leurs supporters avec une avalanche de buts. Le festival offensif algérien a débuté dès le début de la partie avec un premier but signé Brahimi à la première minute. Galvanisés par cette entame de match parfaite, les Verts ont ensuite pris les commandes de la rencontre. À la 22e minute, les Fennecs doublent la marque par Roulem, auteur d'un superbe coup franc direct. Et quand pour se mettre à l'abri, l'Algérie a corsé l'addition juste avant la pause citron suite à une troisième réalisation signée Mahrez. En seconde période, le match a repris comme il avait débuté avec un quatrième but de Slimani, scoré sur penalty à la 48e minute. La suite des débats a été une véritable balade de santé pour les protégés de Christian Gourcuff qui ont trouvé le chemin défilé à 3 autres reprises par Roulem à la 59e minute, Slimani à la 75e minute et Medjani 72e minute. Le fer de lance du Sporting Lisbonne signe un nouveau doublé et porte son total à 20 réalisations sous les couleurs nationales. À la faveur de cette retentissante victoire, l'Algérie se qualifie pour le troisième et dernier tour des éliminatoires du mondial russe prévu entre octobre 2016 et novembre 2017. L'Algérie et les 19 autres nations qualifiées seront réparties en 5 groupes de 4 équipes et joueront le troisième tour des qualifications selon une formule championnat en aller-retour où les 5 vainqueurs de chaque groupe décrocheront leur billet pour le plus grand rendez-vous footballistique. Je pense qu'au match aller, on avait la même envie. Après parfois, vous savez, le football, ça ne tourne pas toujours du bon côté. Mais aujourd'hui, en tout cas, on a démontré qu'on était une grande équipe, qu'on était solide et Inch'Allah, on va continuer comme ça. On a gagné 7-0 avec la manière, des beaux buts. Tout le monde est content. Pour tous ceux qui nous ont un peu critiqués, voilà, on leur a montré qu'on est une grande équipe, une grande nation du football. Mourad Mohamed Ben Osman, un chercheur algérien, inventeur d'un appareil à usage médical appelé analyseur de stress. Cet appareil cardiaque permet de dissocier entre l'augmentation du rythme cardiaque due aux contractions musculaires de celles causées par des anomalies cardiaques ou psychologiques. Avec cette invention, il participe au concours Star de la Science au Qatar. Aujourd'hui, il est qualifié à la finale de ce prestigieux concours. Sera-t-il la prochaine star de la science? La réponse est peut-être dans ce portrait. Marié et père de 2 enfants, Mourad Mohamed Ben Osman, diplômé en génie biomédical de l'université de Tlemcen, est un jeune chercheur très ambitieux. Après avoir décroché son doctorat, il part en Suède pour 2 ans à l'université de Linköping à la faveur d'une bourse qu'il a obtenue. Il travaille sur une idée innovatrice, un analyseur de stress. L'invention concerne le seul appareil cardiaque dissociant entre l'augmentation du rythme cardiaque due aux contractions musculaires et celles causées par des anomalies cardiaques ou psychologiques. Concrètement, cette invention permet d'éliminer dans les enregistrements les bruits indésirables dans les mouvements du corps pour ne laisser que ceux relatifs au rythme cardiaque proprement dit, afin de détecter d'éventuelles pathologies. À l'issue de son cursus et après avoir gagné un concours d'innovation et mené une bataille juridique pour la propriété de son brevet, il réussit à obtenir le brevet qui sera publié. Sauf que jusque-là, c'était juste de la théorie. Après 4 années passées comme enseignant vacataire à l'université de Tlemcen, il est recruté par le centre universitaire Belhadj Bouchaïb de Ain Timoshent et enseigne actuellement le traitement du signal médical et les techniques d'instrumentation médicale. Mais après avoir découvert le concours scientifique international qui se déroule au Qatar sous forme d'émission télévisuelle Star de la Science, il n'hésite pas à postuler et réussit à avoir les voix des 3 membres du jury, le seul à avoir réussi cette prouesse. Aujourd'hui, il est en finale, une finale prévue pour vendredi prochain. Mais au-delà du résultat de cette finale, Mourad a déjà réalisé un rêve. Sur ce, on termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.